Laurent, pour répondre à votre question. Je vais commencer comme l'a fait Bertrand tout à l'heure, puisqu'effectivement, il a bien souligné le fait que la question environnementale est devenue, dans les débats autour de l'agriculture, prépondérante, en tout cas pour une bonne majorité de nos concitoyens. Le premier défi posé à la PAC, il est posé en termes politiques, et puis c'est vrai que l'actualité, tristement, d'une certaine manière, y aide. Les aléas climatiques qu'on connaît, en France bien sûr, mais vous connaissez la situation aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Première chose peut-être à dire, c'est, OK, on parle bien sûr d'agriculture, mais il faut bien voir que le pacte vert est quelque chose qui concerne tous les secteurs. En décembre 2019, la Commission européenne a présenté ce pacte vert, intitulé « Transformer l'économie de l'UE », vous voyez, pour un avenir durable, avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et avec une étape en 2030 de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 1990. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut accélérer assez fortement la baisse des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait dire que, en fait, en une trentaine d'années, on avait baissé les émissions de à peu près 20%. Maintenant, il faut, en une vingtaine d'années, les baisser de 30%, en gros, pour simplifier, quoi. De la ferme à la table, de la fourche à la fourchette, il y a différentes traductions qui sont faites. Enfin, officiellement, voilà, pour la Commission, c'est de la ferme à la table. Intitulé pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Puis la stratégie biodiversité, intitulée « Ramener la nature dans nos vies ». Vous voyez, c'est ambitieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu plus précisément pour l'agriculture? On peut en rappeler quelques-uns, baisse de 50% des ventes d'antimicrobiens pour les animaux d'élevage, amélioration des normes, 25% des terres agricoles affectées à la bio, on l'a déjà dit, protéger au moins 30% des terres de l'UE, ramener la nature sur les terres agricoles, au moins 10% des surfaces agricoles dédiées à des particularités topographiques à haute diversité biologique, dans le jargon, des mares, des bancs de tampons, etc. Protéger les sols contre l'artificialisation, planter 3 milliards d'arbres. En réalité, il y a d'autres éléments sur la baisse de l'utilisation d'engrais, sur la baisse des phytos également, qui sont très importants, qui ne figurent pas dans la diapo. Donc, vous voyez, ce sont des objectifs très, très forts. Le 14 juillet dernier, la présentation du pacte vert a été précisée. On pourrait presque dire amplifiée. En réalité, la Commission européenne a présenté un paquet de 12 propositions législatives qui vont fortement occuper la Commission, les États membres et le Parlement européen dans les nombreux prochains mois à venir. Il faudrait que l'ensemble de ces secteurs non couverts, dont l'agriculture, mais pas uniquement l'agriculture, baissent les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 2005 et 2030. Là encore, c'est une accélération. La proposition de la Commission dans le pacte vert, ça serait également qu'après 2030, l'ensemble qu'on appelle composé par agriculture et forêt atteigne une neutralité climatique. Un point positif, me semble-t-il, c'est que les biocarburants qui ont été quand même très critiqués ces dernières années, dans un premier temps en tout cas, celui des propositions de juillet, s'en sortent pas trop mal. Voilà. Et puis, un dernier mot sur, alors là encore, quelque chose de très général qui concerne toute l'économie, particulièrement certaines industries, la volonté de la Commission d'instaurer une taxe carbone aux frontières provenant, sur les importations provenant de certains pays qui, alors, n'auraient pas les mêmes niveaux d'exigence en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre que ce qu'on a en Europe. Alors, en quoi est-ce que l'agriculture est concernée? Au moins sur un point, il faudra y voir plus précisément, mais il semble que le secteur des engrais fasse partie de la liste des industries qui seront protégées, mais on sait qu'on importe beaucoup d'engrais et donc potentiellement, ça peut vouloir dire une hausse potentielle du prix des engrais importés. Alors d'abord, il faut bien dire que oui, il y a une demande alimentaire mondiale qui est en croissance, qui est en forte croissance. À cause de la démographie, on va passer de à peu près 8 milliards d'habitants aujourd'hui à grosso modo 10 en 2050.
mais aussi à cause de la croissance des revenus dans les pays émergents, et tant mieux, à cause de l'urbanisation aussi, qui entraîne un certain nombre de modifications de la demande, qualitative et quantitative. On a fait, à Puriagri, on a travaillé avec l'INRAE sur des scénarios à 2050, entre 2010 et 2050. Ça veut dire que, bon, ce qu'il en ressort, et qui d'ailleurs correspond aussi à d'autres scénarios faits par d'autres organisations, en gros, une augmentation de la demande calorique de 40 à 50% entre 2010 et 2050 au niveau mondial. Alors, selon les régimes alimentaires, selon qu'il y a plus ou moins de viande, etc. Mais vous voyez à peu près ce que ça représente. Alors, ça veut dire qu'en fait, il y a d'énormes bouchées potentielles pour l'Union européenne, pour l'agriculture et l'agroalimentaire européen. Rappelons ce fait que je trouve souvent très largement soit ignoré, soit en tout cas pas assez pris en compte. L'Union européenne est aujourd'hui le premier exportateur mondial de produits bruts et transformés. L'Union européenne n'est pas seule au monde. Elle évolue dans un monde où elle commerce avec ce monde, et puis il y a des intérêts stratégiques, il y a des tensions, hein, l'actualité le rappelle chaque jour. Il y a la montée de la Chine, il y a la Russie qui inquiète un peu sur certains points. La Russie et l'Ukraine, même si elles s'opposent politiquement, qui ont bien l'intention, et c'est en cours depuis déjà quelques années, de redevenir en quelque sorte le grenier à grains, le grenier à blé, mais pas seulement à blé, du monde. Est-ce qu'on veut garder une Union européenne avec une capacité à jouer dans la cour des grands? Je crois que c'est Patricia Ranouille tout à l'heure qui disait, voilà, peut-être pour un autre élément, mais je l'appliquerai à celui-là, ne pas être spectateur. Ne pas être spectateur, être partie prenante des évolutions, contribuer à peser sur ces évolutions, parce que si on ne le fait pas, ces évolutions s'imposeront à nous. Les oppositions se traduisent soit entre donc marché et environnement, ou produire et environnement, croissance et décroissance de l'agriculture, exportation et locale, exportation et circuit court. En fait, moi je suivrai le fil conducteur en disant que ces oppositions existent, enfin elles peuvent exister, elles existent dans certains cas, il ne faut pas être naïf, mais en réalité, on n'a pas intérêt à jouer la carte de ces oppositions, on a vraiment intérêt à jouer la carte de la complémentarité. Si vous prenez chacune de ces voies, environnement, production, etc., considérées isolément, à chaque fois c'est une impasse en réalité. Les échanges contribuent aux équilibres alimentaires mondiaux, et sous certaines conditions, à l'allègement des tensions environnementales qui résultent de l'expansion des terres cultivées dans le monde, et donc avec les risques de déforestation. D'autant plus si on tient compte de l'impact futur, surtout du changement climatique, qui va faire que dans certaines régions, il sera encore plus difficile d'augmenter la production. Donc le rôle des échanges va être crucial, non seulement pour des raisons de marché, mais aussi pour des raisons environnementales. Il me semble que dans le positionnement qu'on peut avoir, et vous êtes, vous, négociant directement partie prenante, en fait, dans ces débats et dans les positionnements à adopter, peut-être une solution, si le mot est fort, mais enfin, un positionnement pourrait être de dire, de se coller, de revenir peut-être même à la définition de développement durable. En rappelant que le développement durable, c'est 3 piliers indissociables. C'est de l'économie, compétitivité, c'est du social, santé, emploi, revenus, etc. Et c'est de l'environnement. Et le défi, en fait, il n'est pas de répondre uniquement à l'économie ou uniquement au changement climatique ou faire uniquement du social. Il est bien d'essayer de tenir les 3 piliers ensemble. Alors, ça peut être difficile, c'est difficile, manifestement. Ça peut être contradictoire, parfois ça l'est. J'essaye de plutôt développer les arguments de complémentarité. Mais une chose est sûre, me semble-t-il, c'est qu'il faut toujours tenir ces 3 fils en même temps. Je vous invite à regarder cette diapositive, ces quelques chiffres qui expriment les émissions de gaz à effet de serre, y compris le CO2. J'insiste bien là-dessus, parce que souvent dans les classifications, quand on parle d'agriculture, on enlève le CO2. Non, là, c'est tout compris. Mais combien on émet de gaz à effet de serre quand on produit 1 000 €, mettons, 1 000 $ de production alimentaire? Alors, c'est exprimé en indices par rapport à ce que fait l'Union européenne. Vous voyez, en bas du tableau en rouge, l'Union européenne à 27 est à 100.
Et vous voyez que tous les pays au-dessus, alors, si on prend le cas de l'Indonésie, il est entre 8 fois plus et 1000 fois plus, ou 1300 fois plus. Le Brésil, 3 à 4 fois plus. Le Canada, à peu près pareil. La Russie, en gros, 2 fois plus. L'Inde, un petit peu plus que l'UE. Mais les États-Unis, grosso modo, à peu près comparable à l'Union européenne. Alors, je trouve cette diapositive très intéressante parce que elle montre, voilà, souvent on a une idée, parfois, l'Union européenne, gros pollueur mondial, etc. Enfin, l'agriculture. Bon, faut ramener les choses toujours en comparaison de ce que font les autres, je crois. Pourquoi on a ces grandes différences? Essentiellement 2 choses. La productivité de l'agriculture européenne, qui fait que on est capable de produire, mettons, 1000 € de production alimentaire avec une quantité d'intrants, globalement, on est là dans des... on raisonne très très généralement, qui est proportionnellement plus faible que ce qu'on trouve dans beaucoup de pays concurrents, premièrement. Et deuxièmement, dans beaucoup de nos pays concurrents, en Amérique latine et en Asie, mais aussi, vous le voyez un petit peu en Russie quand même, c'est pas négligeable, il y a la question de la déforestation. Et quand vous intégrez dans les bilans carbone, ce qu'il faut faire, dans les bilans carbone agricoles, l'impact de la déforestation, c'est-à-dire quand vous défrichez des prairies ou quand vous coupez des forêts pour faire de l'agriculture, eh bien, vous vous rendez compte que les bilans carbone dans ces pays qui ont ces pratiques-là deviennent assez désastreux. Si on prend l'ODD 13, lutter contre le changement climatique, et l'ODD 15, préserver les écosystèmes et la biodiversité, quel serait l'effet d'une baisse des exportations agricoles de l'Union européenne? Très probablement, elle favoriserait une hausse de la production dans d'autres pays exportateurs ayant une empreinte carbone bien moins favorable. On l'a vu avec l'Amérique latine, on l'a vu avec la Russie, l'Indonésie, l'Argentine, etc. Mais on peut tenir le même raisonnement vis-à-vis des pays importateurs. À Pluriagri, toujours, on a fait faire avec... dans l'étude que je mentionnais tout à l'heure, on a regardé le cas de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne peut améliorer son taux d'autosuffisance. Oui, mais en augmentant très fortement ses terres cultivées. Ce qui en soi n'est pas dramatique, si on arrive à le faire dans des conditions durables et si on ne mord pas trop sur les prairies, sur la savane et sur la forêt. On a encore une fois souvent tendance à opposer le commerce, l'Afrique qui doit se nourrir, le climat. En réalité, tout ça se tient. Quand on touche à quelque chose, c'est les dominos, je crois tout à l'heure, c'est Patricia ou un autre intervenant a évoqué ce mot-là. Oui, c'est bien, on a affaire à un jeu de dominos. Et malheureusement, nos débats, ils touchent souvent un seul domino, sans regarder tout le puzzle ou tout l'ensemble du jeu. À quelles conditions l'agriculture européenne peut-elle mieux contribuer aux objectifs de développement durable sans sacrifier le revenu des agriculteurs? Voilà la question auquel on veut essayer de répondre. D'abord par un accompagnement, par des politiques publiques appropriées, et là on en revient au débat entre PAC et Pacte vert qui est déjà évoqué, avec une remarque à ce sujet. L'accord récent sur la nouvelle réforme de la PAC a été très mal accueilli par les partisans d'une écologisation plus radicale. Très mal. Pour eux, c'est un coup de peinture verte, ni plus ni moins. Bon. Alors, effectivement, prochaine étape, donc approbation par la commission des PSN, des plans stratégiques nationaux 2022, pour application en 2023. Quand on regarde le compromis, la réforme de la PAC, il y a une certaine ambiguïté sur la façon dont la PAC doit ou va, c'est pas très clair d'ailleurs, prendre en compte les orientations édictées par le Pacte vert. Attendez-vous à ce que ces interactions entre Pacte vert et PAC continuent, s'intensifient et probablement dans un sens très environnemental. Donc. Voilà, alors cela étant, il n'y a pas que la PAC, il n'y a pas que le Pacte vert, il y a des politiques publiques essentielles pour contribuer justement à notre question, résoudre notre question. Politique de recherche, innovation fondamentalement,
dans tous les domaines, hein, génie génétique, agronomie, etc. Bon, c'est un immense champ, encore faut-il avoir les moyens de chercher, de trouver. Et puis, une politique commerciale également, parce qu'il me semble difficile que l'Union européenne, à elle seule, arrive à atteindre des objectifs de durabilité environnementale forts sans se protéger un minimum vis-à-vis d'importations provenant de pays qui n'ont pas les mêmes normes. Bon, c'est un vieux débat. Il semble que les ministres de Normandie, la France prenant la présidence de l'Union européenne 1er janvier de l'an prochain, il semble donc que la France veuille porter ces dossiers de régulation des importations sur des questions de normes en vue de contribuer à essayer d'égaliser en quelque sorte les conditions de concurrence. Et puis aussi, et ça rejoint, me semble-t-il, la ligne un peu complémentaire que j'essaye de développer devant vous, pour éviter les fuites de carbone et de biodiversité. Voilà. Puis le dernier point, sur essayer de répondre à cette question, c'est que je suis assez frappé dans les débats, quand on parle d'agriculture, d'alimentation avec des non-agriculteurs, les non-agricoles, il y a, me semble-t-il, une certaine confusion entre ce qui relève de l'alimentation au sens large et de l'agriculture. Or, ce n'est pas la même chose. Il y a un produit agricole qui sort de l'exploitation, il va être transformé, distribué, etc. Récemment, quelques chiffres sont parus qui me semblent tout à fait significatifs. La question des émissions de gaz à effet de serre, l'évaluation doit se faire au niveau des filières, pas uniquement concentrée au niveau de la production agricole. Et en fait, quand vous regardez, pour la France, les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des filières, enfin, du secteur agricole, agroalimentaire au sens large, en fait, vous en avez grosso modo 60% qui proviennent de la production agricole, à la ferme, si vous voulez, mais 40% quand même qui proviennent de la transformation, de la distribution, etc. Donc, voilà, il ne faut pas tout faire reposer sur le poids de l'agriculteur quand on parle d'alimentation et de climat. Il y a une étude qui est parue un petit peu en catimini au niveau européen cet été, qui mentionne le fait que l'application du pacte vert pourrait conduire à une baisse de la production agricole européenne située entre 10 et 15%. Alors, c'est une étude qui ne prend pas en compte tous les facteurs, loin de là, enfin, qui donne bien l'idée que, oui, si on pousse cette logique pacte vert complètement à terme, sans ajustement, mais c'est là qu'est la question, sans ajustement, on risquerait d'avoir des baisses de revenus importantes. Et donc, bien évidemment, mais vous le faites déjà, on le voit bien, ça va être le premier défi d'accompagner les agriculteurs à se retrouver et à vivre bien, à vivre correctement dans cette transition agroécologique, répondre aux exigences croissantes de durabilité, des économies d'intrants, exploiter les nouvelles sources de revenus, les marchés de services environnementaux, carbone, biodiversité. Il y a là manifestement une source très importante, importante potentiellement. À court terme, elle est faible, mais dans la durée, si on arrive à répondre à ce potentiel, oui, le potentiel est fort. Alors, Bertrand mentionnait tout à l'heure le fait que les prairies sont c'est un peu le royaume du carbone hein, aujourd'hui. Oui, mais une étude de l'INRAE montre qu'en termes de potentiel d'augmentation du carbone, ce n'est pas dans les prairies que ça se situe. Les prairies, il faut les conserver le plus possible. Okay, mais en termes de stocker davantage, 90% en grande culture. Avec changement des pratiques, bien sûr, moins de labour, interculture, enfin tout ce qui peut contribuer à réduire les émissions de gaz carbonique. Quand l'agriculteur peut expliquer qu'il contribue positivement au problème du changement climatique, vis-à-vis de l'opinion, c'est très important. Bref, une opportunité d'offre de services pour les négociants, pour faciliter l'adaptation des agriculteurs, exploiter les sources de revenus potentiels, en termes de compétitivité, de gestion des risques, demande environnementale, j'en ai parlé à l'instant. Voilà, autrement dit, je crois que là, il n'y a rien de fondamentalement nouveau, simplement, ça va être probablement un coup d'accélération sur ce que déjà, pour beaucoup, vous faites, parce qu'on a un environnement plus complexe, des demandes multiples. L'agriculteur, c'est de plus en plus dur, lui tout seul, de s'y retrouver, de faire les bons choix. Il doit être accompagné, il l'est déjà aujourd'hui, mais il va l'être demain encore plus.
transition agroécologique, c'est aussi une transition numérique. En fait, les deux vont de pair. Hein. Le développement du numérique est une réponse à pouvoir continuer à produire et à produire plus et mieux, selon la phrase rituelle. Et au total, pour les agriculteurs comme pour les négociants, d'énormes besoins de formation, se repérer dans ce monde donc de plus en plus divers et complexe, et avec les conséquences qui en résultent en termes de conseil et de valorisation du conseil auprès des agriculteurs. Merci. Merci beaucoup, M. Debar.